Avec les nombreuses poursuites intentées par la campagne de Trump, beaucoup se demandent quelles sont les stratégies de son équipe et quel scénario pourrait se jouer. NTD s'est entretenu avec un expert juridique, Alan Dershowitz. Il apporte son analyse. Alan Dershowitz est un avocat célèbre et ancien professeur en droit à l'université de Harvard. Il a d'abord mentionné l'existence de deux grandes catégories de poursuites judiciaires qu'il a comparées à d'un côté des recours judiciaires de masse et de l'autre à des recours de détail. Les recours de masse comme en Pennsylvanie concernent des questions d'ordre juridique et pourraient impacter des milliers de votes dans une seule affaire. Quant aux poursuites de détail dont il parle, comme la bataille juridique du Michigan ou de l'Arizona, ce sont en fait des poursuites qui ont affaire avec des cas de figure bien particuliers. Ces affaires judiciaires ont un plus petit impact car elles sont plus difficiles à prouver et nécessitent de passer par des procès. Voici son analyse. La stratégie de l'équipe de Trump ne consiste pas à l'amener à 270 voix, cela est impossible. Sa stratégie, c'est d'empêcher Biden d'arriver aux 270 voix. Il pense y arriver en les contestant dans certains États afin d'empêcher ces derniers de certifier les électeurs pour le rendez-vous de la mi-décembre. Si le nombre de voix en faveur de Biden est en dessous de 270, alors l'affaire sera portée devant la Chambre des représentants et Trump pourrait gagner l'élection parce qu'à la Chambre des représentants, les votes se font parmi les délégations des États et il y a une majorité républicaine dans les délégations des États. C'est arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat ayant gagné le suffrage populaire ne soit finalement pas élu président. Par exemple, en 1824, Andrew Jackson avait gagné le vote populaire, mais la Chambre des représentants avait fait élire John Quincy Adams. Si la différence entre le nombre de voix des deux candidats dépasse le nombre de bulletins jugés non conformes, alors l'affaire devient indiscutable et la Cour suprême n'interviendra pas. Mais si le nombre de bulletins jugés non conformes dépasse l'écart de voix entre les deux candidats, alors la Cour suprême interviendra et je pense que cela va être à l'avantage de Trump. Il a également dit qu'il ne pensait pas que les poursuites judiciaires tourneraient en faveur de Trump. Il a fait référence aux allégations des avocats au sujet des logiciels qui ont transféré des millions de voix de Trump vers Biden. Sidney Powell, un avocat de la campagne de Trump, a laissé entendre dimanche dans une interview avec Fox Business que l'équipe juridique du président était prête à faire renverser les résultats de l'élection dans plusieurs États. L'avocate a également dit qu'elle n'aurait pas fait cette annonce si elle n'avait pas eu de preuves. Elle a ajouté qu'il y avait suffisamment de preuves de fraude électorale pour lancer une vaste enquête criminelle. Si le vent tourne et que ça s'avère être vrai, et encore, je n'ai pas vu les preuves, j'ai juste entendu les avocats en parler, cela devrait changer beaucoup de choses et cela pourrait causer des perturbations majeures. Et bien sûr, le peuple américain serait vraiment déçu, parce qu'on lui a déjà annoncé le gagnant dans les médias. Il a poursuivi en disant que s'il se confirme que des centaines de milliers, voire des millions de voix avaient été transférées d'un candidat à l'autre, il ne sait pas comment cela se passerait parce que les logiciels n'ont jamais joué un rôle aussi important. Il a ajouté que dans ce cas, la solution serait de porter l'affaire devant la Cour suprême qui décidera. Il a rappelé que les recours en justice, les recomptages font partie du système électoral et il pense que Trump devrait commencer à coopérer avec l'équipe de Biden, mais que Trump ne devrait pas pour autant annuler les recours. L'équipe juridique de Trump affirme avoir suffisamment de preuves que les systèmes de vote ont été utilisés pour truquer l'élection et un avocat de Trump allègue que le système de vote utilisé lors de cette élection a des liens avec une entreprise proche du régime socialiste vénézuélien. L'avocat du président Trump, Rudy Giuliani, déclare que les systèmes de vote et les logiciels utilisés lors de l'élection sont responsables d'une fraude généralisée. Parmi les entreprises en question figurent Dominion Voting System et Smartmatic. Dominion est une société canadienne utilisée dans près de 30 États des États-Unis, y compris en Géorgie, au Nevada, au Michigan et en Arizona. Dans tous ces États, il y a des allégations de fraudes électorales. Dominion a fait l'objet d'un examen plus minutieux depuis la découverte d'une irrégularité dans le Michigan où 6000 votes du candidat Trump ont été transférés à Joe Biden et ce n'est pas la première fois que Dominion fait l'objet d'une investigation minutieuse. Après un interrogatoire, le PDG de Dominion a révélé que les machines de vote étaient en grande majorité constituées de composants d'origine chinoise. Dans un tweet samedi, Giuliani a affirmé que Dominion n'était qu'une façade et que la société Smartmatic faisait
faisait vraiment le calcul pour l'élection. Smartmatic a été fondé par 3 ingénieurs vénézuéliens en 2000 et le logiciel a été utilisé pour la première fois au Venezuela. Son siège est maintenant à Londres. Cependant, la société a maintenu des liens étroits avec le Venezuela socialiste, un pays dont le gouvernement a également des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Tel que rapporté par le New York Times en 2006, Smartmatic faisait l'objet d'une enquête pour ses liens avec le régime de Chavez, qui aurait été élu grâce à l'utilisation du logiciel Smartmatic. Le rapport déclare Smartmatic était une entreprise peu connue et sans expérience de la technologie de vote avant d'être choisie par les autorités vénézuéliennes pour remplacer le mécanisme électoral du pays avec un référendum controversé qui a confirmé le président Chavez en août 2004. Bien que Smartmatic se soit maintenant établi à l'étranger, les allégations de ses liens avec le régime de Chavez se poursuivent. On sait que les systèmes de vote Smartmatic et Dominion ont eu des liens étroits au fil des ans. L'entreprise vénézuélienne Smartmatic a acheté la société américaine Sequoia, spécialisée dans les systèmes de vote, puis l'a revendue en 2006 suite aux investigations des autorités américaines sur la firme Smartmatic et ses liens avec le régime vénézuélien. On pense qu'à cette époque, Smartmatic avait inséré sa technologie dans les systèmes de vote de Sequoia. Dominion a ensuite acheté Sequoia en 2010, tout comme la société mère Smartmatic. Selon un rapport de Voter Action, en 2008, Smartmatic possédait encore des droits à la propriété intellectuelle pour certains de ses produits électoraux actuellement déployés par Sequoia. Dominion nie avoir actuellement des liens avec Smartmatic, bien qu'à un moment donné, Dominion avait également autorisé Smartmatic à utiliser sa technologie. Dans un procès intenté par Dominion contre Smartmatic pour violation d'une disposition de non-concurrence, il déclare « En 2009, Dominion a accordé à Smartmatic une licence mondiale non exclusive pour certains systèmes de vote développés par Dominion. L'accord de licence accordé à Smartmatic les droits sur certains brevets et demandes de brevets que Dominion possédait ou contrôlait, ainsi que sur tous les savoir-faire, les accords commerciaux secrets, méthodologies et autres informations techniques détenues ou possédées par Dominion. Le contrat de licence contient une clause de non-concurrence. Dominion a nié toutes les allégations. Un avocat de la campagne de Trump et ancien procureur fédéral Sidney Powell a affirmé dans une interview accordée dimanche à Fox Business que le logiciel électoral avait transféré des millions de voix du président Donald Trump au candidat démocrate. L'avocate a déclaré qu'il se préparait à annuler les résultats des élections dans plusieurs États et elle a ajouté qu'elle disposait de suffisamment de preuves de fraudes électorales pour lancer une enquête criminelle à grande échelle. Avant les élections de cette année, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait don de centaines de millions de dollars à une organisation privée à but non lucratif qui a ensuite accordé de l'argent aux conseils électoraux locaux dans les principaux États clés. Un groupe de surveillance a entamé des poursuites dans plusieurs de ces États. NTD s'est entretenu avec un avocat travaillant sur l'affaire pour comprendre leurs principaux arguments et d'autres problèmes liés au financement de Mark Zuckerberg. Center for Tech and Civic Life est un organisme à but non lucratif fondé en 2015 par Tiana Epps Johnson, Whitney May et Donny Bridge. D'après leur site internet, leur but est d'aider les Américains à rester engagés civilement et à assurer des élections sécurisées. Avant l'élection de 2020, l'association recevait environ 700 000 $ de dons par an pour son engagement social, mais cette année, Mark Zuckerberg et sa femme lui ont donné pas moins de 350 millions de dollars. L'argent a ensuite été accordé à des bureaux électoraux locaux. Selon l'encyclopédie collaborative Ballotpedia, le plus gros a été donné dans des territoires clés, 3,5 millions de dollars à un comté du Michigan, 6 millions à un comté de Géorgie et 10 millions à la ville de Philadelphie en Pennsylvanie, et ce n'est pas tout. Ils ont incité les gens à voter. Ils ont utilisé les médias pour inciter les gens à voter. Ils ont embauché des assesseurs et des contrôleurs de bureaux de vote. Alors, pensez-y. Imaginez que nous allions dans un tribunal pénal. Bon, auparavant j'étais procureur. Et imaginez qu'on ait de l'argent de Facebook pour payer nos juges. Ce que nous craignons, c'est de voir une espèce de compétition dans laquelle, pour obtenir un poste, vous vous demanderez quelle patte il faudrait graisser pour être sûr de gagner le scrutin dans la ville que je convoite. Et nous nous concentrons sur cette question.
Tim Griffin est le conseiller spécial du projet Amistad. C'est un groupe de surveillance à but non lucratif qui a engagé des poursuites dans plusieurs États pour contester la légalité de ce genre de dons privés. Tim Griffin explique que dans les territoires à enjeu électoral, les subventions étaient distribuées de manière ciblée et étaient accompagnées de conditions sur la façon de dépenser l'argent. Il y a actuellement un contrat avec des conditions entre la ville de Philadelphie et l'association Center for Tech and Civil Life. Sans respect des conditions, pas de subvention. Je pense que la boîte à bulletins dans les rues est un bon exemple, n'est-ce pas? À Détroit, vous trouviez ce genre de boîte à chaque coin de rue. En revanche, si vous allez dans une zone rurale ou un endroit où Trump et les républicains sont plébiscités, il vous faudra parcourir des kilomètres pour trouver une boîte à bulletins de vote. Donc, ce que voulaient les donateurs, c'est rendre plus facile les votes pro-démocrates. Plus facile pour les démocrates, mais rien n'a été fait pour les électeurs pro-républicains. Et autre chose, si le gouvernement veut aider les gens à voter, pas de problème, mais il faut être équitable. C'est pourquoi cette affaire doit être soumise à la loi. Et si une loi est votée en Pennsylvanie, il y aurait une égalité de traitement partout dans cet État. Mais l'association est allée dans la ville de Philadelphie et a dit « On va vous donner de l'argent, mais vous devez l'utiliser d'une certaine façon pour aider les gens à voter à Philadelphie, et c'est bien là le problème. » Il est resté à Détroit pour observer le décompte des votes. De nombreux républicains se sont plaints d'avoir été expulsés injustement de la zone de comptage le deuxième jour, mais, explique Griffin, un bon nombre d'entre eux se trouvaient en fait à l'intérieur de la zone de dépouillement. Mais, dit-il, ils n'étaient pas au même nombre que les démocrates. Et ils ont été rémunérés tous par les dons de l'association et donc largement financés par les dons de Mark Zuckerberg. Vous avez donc des assesseurs qu'on appelle inspecteurs dans le Michigan, et ils sont payés par cette seule association. C'est le même fonctionnement dans toute la ville, mais on a découvert que presque tous étaient des démocrates, et c'est un problème que nous avons trouvé à Détroit. Nous avons rappelé que la loi prévoit que dans chaque lieu de dépouillement, il doit y avoir un représentant de chacun des deux groupes politiques majoritaires. Et nous avons demandé où étaient les républicains. Et la réponse a été « il n'y en a pas ». Et ce ne sont que quelques exemples des pratiques douteuses dénoncées dans cette affaire contre les dons d'origine privée. Des recours en justice d'Amistad ont été introduits en Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin et dans d'autres États. Nous vous tiendrons informés du développement de ces affaires.